Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de cette série de vidéos sur les actions de groupe. Eh bien, nous allons donc continuer à parler de ce que nous avons vu dans la dernière vidéo et nous allons donc donner des propriétés et les exemples les plus utiles peut-être pour la théorie des groupes, pour des choses un peu plus abstraites. Donc, bon, cette vidéo n'est pas spécialement pour ceux qui préparent le CAPES, c'est d'un niveau un peu plus élevé, mais ça ne les empêche pas de regarder s'ils veulent, bien évidemment. Par contre, pour mes amis agrégatifs, là c'est bien. Ok, alors allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va parler des propriétés des orbites et des stabilisateurs. On va parler d'action à droite ou d'action à gauche. On va parler de l'action par translation sur un groupe et puis de la conséquence, le théorème de Cayley. Un théorème de théorie des groupes très sympa. On va parler de l'action du groupe symétrique, de l'action par conjugaison, des notions de fidélité, de transitivité d'une action, donc un peu de vocabulaire. Et puis en fait, on verra que l'espace affine qu'on pense connaître depuis très longtemps, en fait, finalement, c'est un cas particulier d'une action de groupe assez particulière, mais enfin bref. Donc voilà, quelques exemples, quelques propriétés, tout ça, très sympathique. Allez, allons-y. Alors, commençons par des petits rappels. Donc, si G est un des groupes d'éléments neutres notés E et X un ensemble non vide, une action de G sur X, donc on l'a déjà vu, c'est une application de G croix X dans X, qui donc associe à tout élément de G et tout élément de petit x un élément qu'on appelle G.x, qui vérifie les axiomes suivants, que E.x, ça ne fait rien, et que pour tout G et H, appliquer d'abord H et ensuite G, c'est comme si on appliquait d'abord, qu'on appliquait une seule fois G étoile H à X. Ok. Donc ensuite, la définition équivalente, c'est qu'il existe un morphisme de groupe entre G et les bijections de X dans X, d'accord? Et voilà, chaque morphisme étant défini par phi de G de X égale G.X. Donc tout ça, si vous ne voyez pas de quoi je parle, retournez voir la vidéo 1, parce que sinon ça ne va pas aller. Là, c'est juste pour vous rappeler les notations que je vais utiliser. Ok, donc sinon, je vous rappelle que l'orbite de X, c'est l'ensemble des images de X par tous les éléments de G, et que le stabilisateur de X, eh bien, ce sont les éléments de G qui laissent X invariant, d'accord, qui n'agissent pas sur X, enfin qui agissent sur X, mais qui ne le transforment pas. Voilà, donc ça c'est pour les notations. On va maintenant pouvoir rappeler l'exemple qu'on a vu à la fin, qui était bien pour illustrer, vous savez. Donc on a vu que voilà, si on agissait, ce groupe-là agissait sur cet ensemble-là, et on avait vu que du coup on pouvait décomposer ce groupe en 3 orbites distinctes, et puis que les stabilisateurs des éléments étaient des sous-groupes, etc. Et qu'il y avait une relation même entre le cardinal des stabilisateurs et des orbites, mais ça, c'est pour la vidéo suivante. Donc première remarque, donc, comme je viens de vous le dire, propriété des orbites, eh bien si G est un groupe qui agit sur X, les orbites de cette action, d'accord, donc pour chaque X, il y a une orbite de X, et les orbites de cette action forment une partition de X. Ok, c'est-à-dire, partition, ça veut dire un ensemble de parties de X dont la réunion est tout X. Ces ensembles sont non vides et l'intersection de deux éléments disjoints de la partition est vide. D'accord? C'est vraiment, on coupe en différentes parts X, hop, 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 et puis voilà. Peut-être un nombre infini, je n'ai pas dit que c'est forcément fini, mais en tout cas, les orbites définissent des sous-parties de X qui ne se coupent pas et dont la réunion fait tout. D'accord? Ça s'appelle une partition de X. Alors, comment on va démontrer ça? En fait, on va utiliser une méthode très simple qui consiste à vérifier qu'on a une relation d'équivalence. En fait, dire que deux éléments sont la même orbite, c'est une relation d'équivalence. Ok? Et pourquoi c'est utile? Parce que, normalement, vous devez savoir que les classes d'équivalence par une relation d'équivalence forment toujours une partition de l'ensemble sur lequel il y a cette relation d'équivalence. Si vous ne le savez pas, donc j'ai déjà fait une vidéo sur les relations d'équivalence que je vous incite à aller retourner voir. Et donc voilà, on va utiliser cette petite notion-là. Et donc on va essayer de démontrer qu'on définit une relation, là, donc x et y, qui dit, voilà, on dit que x est en relation avec y, si il existe un G qui transforme x en y, ou de manière équivalente, si y est dans l'orbite de x, puisque par définition, l'ensemble de tous les éléments qui peuvent s'écrire g.x, c'est justement l'orbite de x. D'accord? Donc voilà, c'est pas bien dur de montrer maintenant que ça, c'est une relation d'équivalence. Donc il faut que ce soit réflexif, symétrique, transitif, je vous rappelle, RST. Donc R, elle est réflexive, pourquoi? Parce que X est dans l'orbite de X, oui, on le sait bien, E.X, ça fait X, ok, donc elle est bien réflexive, ok, il n'y a pas de problème. Ensuite, symétrique. Alors, si
il existe un G tel que G.x égale Y, et bien en fait, on sait bien que d'après la loi de composition, hein, qu'en appliquant G-1 de chaque côté, ben ici je vais trouver X et ici je vais trouver G-1 Y. Donc G-1.Y, ça fait X, et donc X est bien dans l'orbite de Y si Y est dans l'orbite de X. Hein. Donc cette relation est symétrique. Et pour la transitivité, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tellement. Donc si je suppose que X est en relation avec Y et qu'Y est en relation avec Z, alors ça veut dire que je peux passer de X à Y en appliquant un certain G, et je peux passer de Y à Z en appliquant un certain H, mais alors en appliquant H étoile G à X, je vous rappelle, d'après la définition d'une action de groupe, c'est pareil que de faire l'application de H à l'application de G sur X. Donc G.X c'est Y, H.Y c'est Z, et donc tout ça c'est Z, et donc il y a bien un élément qui, appliqué à X, donne Z, et donc X est en relation avec Z, donc la relation R est bien transitive. Et voilà. Et donc on peut en conclure maintenant que R est une relation d'équivalence sur X, et donc les classes d'équivalence sur X, la propriété générale des relations d'équivalence, forment une partition de X. Très bien. Alors, maintenant, la propriété des stabilisateurs que j'avais annoncé aussi. Les stabilisateurs sont des sous-groupes de G. Okay, c'est les parties incluses dans G, je vous rappelle, hein, c'est pour un X fixé. Ce sont les éléments de G qui laissent X invariant. Eh bien, c'est toujours un sous-groupe de G. Alors, on va le vérifier. Donc, je vous rappelle la preuve, hein, pour montrer que quelque chose est un sous-groupe, il faut montrer qu'il est non vide et qu'il est stable par la loi de groupe, et que si un élément est dedans, son symétrique est aussi dedans. Hein. Okay. Donc on prend X, un élément quelconque, on va regarder stabilisateur de X. Bon, bah déjà, E est dans stabilisateur de X. Bah ça c'est classique. Pourquoi? Parce que E.X fait X, hein, je vous l'ai déjà dit. E est dans tous les stabilisateurs de X, il n'y a pas de problème. Donc l'élément neutre est bien dedans, l'élément neutre de G, donc voilà, c'est non vide. Bon, maintenant il faut montrer que c'est stable par multiplication, alors on va prendre deux éléments G et H qui sont tous les deux dans le stabilisateur de X, et on va regarder si par hasard G étoile H est dans le stabilisateur de X. Et donc pour ce faire, j'applique G étoile H à X, mais d'après l'axiome des actions de groupe, ça c'est pareil que d'appliquer d'abord H à X et ensuite d'appliquer G au résultat. Or, H.X, bien ça fait X puisque H est dans le stabilisateur de X, et G.X, ça fait X aussi, puisque G est dans le stabilisateur de X également. Et donc finalement, G étoile H de X, ça fait X. Et donc G étoile H est bien dans le stabilisateur de X, qui est donc stable par l'opération étoile. En fait, il suffit de le vérifier, hein, c'est pas bien dur, mais bon, il faut le faire. Et maintenant, il faut montrer que l'inverse est dedans. Alors si je prends G dans le stabilisateur de X, j'applique G-1 à X. Hein, G-1 c'est le symétrique de G pour la loi étoile. Et bien ok, mais comme X c'est égal à G.X, puisque G est dans le stabilisateur, du coup ça me donne G-1.G.X. Et ça, d'après l'axiome de l'action de groupe, c'est pareil que G-1 étoile G.X. Okay, et donc G-1 étoile G c'est E, et E.X ça fait X. Donc on a bien que G-1 est dans le stabilisateur. Et donc ces trois propriétés montrent bien ce que j'ai annoncé au début, c'est-à-dire que voilà, les stabilisateurs ce sont des sous-groupes. Et bien mine de rien, ça parfois c'est utile. D'accord, on peut exhiber des sous-groupes intéressants en disant, bah tiens, regarde, mon groupe G, là où je ne sais pas trop quoi en faire, je peux le faire agir sur tel ensemble par telle méthode, et le stabilisateur de ce point-là, bah, du coup, c'est ce truc bizarre, et qui donc forcément est un sous-groupe que je n'avais pas forcément vu venir. Vous voyez, ça peut permettre de définir des sous-groupes comme ça. Okay, j'en parlerai après, on a déjà vu un exemple comme ça. Ok. Alors, il est temps d'attaquer maintenant les exemples, voilà, parce que jusqu'à présent, on a vu notre exemple géométrique, mais l'exemple très très utile, donc, notamment en théorie des groupes, l'action de G sur lui-même par translation à gauche. Alors, vous voyez, jusqu'à présent, on dit, G, un groupe agit sur un ensemble X très bizarre, mais l'ensemble X très bizarre, ça peut être G lui-même déjà. Alors, bon, G agit sur G, c'est bizarre parce qu'on se dit que ça ne peut pas aller bien loin cette affaire, et pourtant, vous allez voir que ça démontre des trucs vraiment très sympas déjà, cette idée. Donc, alors c'est vraiment tout bête, hein, parce que G.X, c'est G étoile X. Ok, ça vérifie les axiomes, parce que E.X, du coup, c'est E étoile X, ça fait bien X pour tout X. Hein. D'accord? Et puis, c'est juste l'associativité, le fait que H.G.X soit H étoile G.X, oui, ok, c'est... D'accord? Donc c'est vraiment... Il n'y a a priori rien à démontrer, quoi. D'accord? On appelle ça translation à gauche, parce que voilà, j'agis de ce côté-là, d'accord? Parce que jusqu'à présent, on a toujours vu, hein, rappelez-vous, l'action d'un groupe, c'est toujours le G de ce côté-là et le X de ce côté-là. Donc, pour que, voilà, j'ai ce truc-là, je l'écris comme ça. Ok? Alors, quelles sont les orbites? Donc,
Bah, si je prends un x n'importe où, quel est l'ensemble des g étoiles x? Quelle est la multiplication par g? Je prends tous les éléments d'un groupe, je prends g dans le groupe, je multiplie tous les éléments du groupe par g. Bah, j'obtiens tout le groupe. D'accord, hein, vous devez voir ça. Bah, pourquoi j'obtiens tout le groupe? Bah, parce qu'en fait, la multiplication par g, c'est une application bijective. Hein, pourquoi? Parce que je peux revenir en arrière en multipliant par g-1. G, il a forcément un inverse, vous voyez. Donc, s'il y a une fonction, une application réciproque, il y a forcément que l'application au début était bijective. C'est ça l'astuce de la mort, vous voyez. Donc, pour tout x, l'orbite de x, c'est tout le groupe. Et le stabilisateur de x, bah, c'est juste E. Pourquoi? Parce que si g.x est égal à x, si g étoile x égale x, cette fois j'utilise le fait que x admet un symétrique, je multiplie par le symétrique de x de chaque côté, j'obtiens que g égale E. Ok, hein, c'est ce que j'ai dit là. Si g étoile x égale x, bah, g égale E. D'accord? Et voilà, pareil, bah, je peux revenir en arrière. Pourquoi tout le monde est dans l'orbite? Bah, parce que si je prends un y quelconque, bah, je pose g égale y étoile x moins 1, alors y étoile x moins 1 étoile x, bah, ça fait bien, hop, par associativité, ça fait y, hein, puisque x moins 1 étoile x, ça fait e, donc ça fait y étoile e, ça fait y. Donc il y a bien y dans l'orbite de x. Voilà, voilà. Donc c'est une action qui est un peu bizarre. On pourrait se dire, bon bah attends, c'est quand même pas particulier, il y a une seule orbite, hein, la partition elle n'est pas compliquée, c'est g. Ouais. Ok, bon, super. Mais n'empêche, il faut voir, on va démontrer rien qu'avec ça un truc super. Ok? Ah, première question, donc maintenant, tiens, est-ce que je n'aurais pas pu dire après tout, ok, tu as fait cette action de ce côté-là, multipliée à gauche par x, est-ce que ça fait une action si je prends g.x, définis x étoile g? Hein, si on fait la translation à droite, est-ce qu'on obtient une nouvelle action qui pourrait peut-être avoir des propriétés sympas? Donc mettez sur pause, vous répondez à cette question, vous faites des calculs, vous me dites si oui ou non, vous pensez que ça marche ou pas. Ok? Voilà, je vais donner la réponse maintenant. Donc, la réponse est, bah non, ça ne marche pas. Pourquoi? Bah parce que regardez, si je définis g.x par x étoile g, alors g.h.x, bah du coup, je fais mon petit calcul habituel. Donc h.x, c'est x étoile h, d'accord? Et g. Le résultat, bah donc c'est tout ça étoile g. Et ça, par associativité, ça fait x étoile h étoile g. Et donc, bah du coup, ça fait bien h étoile g.x. Oui, mais sauf que c'est pas ce que je voulais, regardez. L'ordre était le même. Hein. G.h.x, ça devait faire G étoile h.x. Alors si le groupe est commutatif, ok, d'accord. Là, il n'y a pas de problème. De toute façon, déjà dès le début, hein, si le groupe est commutatif, c'était la même chose, ça et ça. Mais si le groupe n'est pas commutatif, ben non, ça, c'est pas une action. Parce que notre axiome de l'action, c'était vraiment que ça coïncide l'ordre qui est là et là. Ok? Alors comment on pourrait faire pour avoir une action à droite? En fait, c'est pas si dur que ça. On pourrait faire G.x égale x étoile G-1. D'accord? Si on fait ça, bah alors il n'y a pas de problème, parce que du coup, à la fin, là, on obtiendrait, hein, si on faisait le même calcul, que c'est h-1 étoile g-1, mais ça, c'est l'inverse de g étoile h. D'accord? Donc ça ferait vraiment g étoile h.x, d'accord? Ça marcherait en faisant ça. Ok? Donc voilà. Translation à droite par g-1, ça fait bien une action de groupe. Ok? Mais alors, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et en fait, je me pose plus généralement la question, en fait, on a vu jusqu'à présent qu'on multipliait les éléments du groupe donc, à gauche et les éléments de x à droite. Donc en fait, on a défini les actions à gauche. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir les actions à droite? Et bien en fait, ça ferait la même chose, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer maintenant. C'est pour généraliser cette idée, on définit un groupe G hop, le groupe opposé de G. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le groupe donc, qui est formé des mêmes éléments que G, donc j'ai un groupe G, j'ai les mêmes éléments, mais je change la loi de groupe. J'avais une loi étoile, je prends une loi étoile prime qui est définie par la façon suivante. C'est G étoile prime H, ben, du coup c'est H étoile G. Alors ben, c'est pas dur de voir que H étoile prime est toujours associatif, parce que lui il l'était, d'accord, que voir l'élément neutre bah, de G, bah, c'est toujours le même élément neutre, parce que si H étoile E, ça fait H, bah, du coup E étoile prime H, ça fait H, et comme c'est dans les deux sens, hein, je vous rappelle la propriété de l'élément neutre, donc ça marche dans les deux sens pour étoile prime aussi, et puis bah, tout élément à l'inverse, et qui est le même, hein, d'accord, parce que ça ne change pas l'ordre, hein, je vous rappelle que l'inverse de G, c'est G', tel que G étoile G' est égal à G' étoile G, égal à l'élément neutre. Hein. Donc en fait, on obtient un autre groupe comme ça, juste en disant, tiens, bah, hop, la multiplication, elle se fait dans l'autre sens. Bon, pourquoi pas, ça s'appelle le groupe opposé.
Et en fait, le groupe G et le groupe opposé, ils sont complètement isomorphes. Plus facile de vérifier que l'application qui a G associe G-1 est un isomorphisme. En fait, c'est les aimants G, ils sont tous l'inverse de quelque chose. Du coup, au lieu de l'appeler G, vu que c'est l'inverse d'un autre quelque part K, je l'appelle K-1. Et pourquoi pas, hein. Et du coup, c'est juste en fait voir les mêmes éléments du groupe un petit peu différemment. Hein, donc voilà, je vais vérifier. Hein, mais si je prends cette symétrie là, qui a G associe G-1, S de G étoile H, ça fait S de G étoile prime S de H. D'accord? Donc c'est bien un morphisme de groupe, c'est évidemment bijectif. Je veux dire, vous savez bien qu'il y a autant de. Chaque élément admet un inverse, un unique inverse, etc. Donc en fait, le groupe G et le groupe G-op, ce sont deux groupes qui sont isomorphes. Donc a priori, voilà, ils sont pareils entre guillemets. Et puis en fait, une action à droite de G, en fait, on pourrait dire c'est rien d'autre qu'une action du groupe opposé. D'accord? Si je dis elle multiplie par G de ce côté-là, en fait, c'est facile de prouver avec les axiomes que ça fait exactement la même chose qu'une action à gauche du groupe opposé. Et donc, vu qu'ils sont isomorphes, on ne peut pas espérer en disant une action à droite, peut-être je pourrais trouver les stabilisateurs des sous-groupes bizarres que je ne pourrais pas trouver par une action à gauche. Maintenant, parce que ce seraient les sous-groupes du groupe opposé qui est isomorphe au groupe du départ. D'accord? Donc en fait, avec les actions à gauche, tout ce qu'on peut espérer trouver de sympa sur G, etc., on l'aura, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les actions à droite en fait. Enfin, c'est pas que ça embête, mais c'est juste qu'il n'y a pas besoin de regarder les deux. Pour une fois, a priori, il pourrait y avoir, voilà, il y a bien des anneaux à gauche, des anneaux à droite, et des idéaux à gauche, des idéaux à droite, des trucs comme ça, plutôt. Mais bon, voilà. Là, on fait que des actions à gauche, et en fait, ça suffit pour faire tout ce qu'on peut espérer, donc c'est chouette. Voilà, je voulais tordre le cou un peu à cette question-là. Maintenant, c'est fait. On peut revenir à nos moutons. Donc, action par translation, hein, je vous rappelle, c'était ça mon petit mouton du moment. Et donc, je vous ai dit que ça permettait de démontrer un résultat super. Eh bien, le voilà. Théorème de Cayley. Pas de Cayley-Hamilton, hein, c'est autre chose. Théorème de Cayley tout court. Tout groupe fini de cardinal n est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique sigma n, donc le groupe symétrique. Donc, j'ai déjà fait une série de vidéos dessus. Hein, on peut regarder à l'occasion, c'est sympa. Alors, donc ça... Donc déjà, c'est un progrès énorme dans la classification des groupes finis, parce que depuis que la notion de groupe a été exhibée, les gens ont essayé de savoir un peu qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme groupe, quoi, d'accord? Et particulièrement les groupes avec un nombre fini d'éléments. La classification des groupes finis, c'est un truc qui a demandé plusieurs centaines d'années, et qui a utilisé, donc c'est un peu comme la construction d'une cathédrale, c'est-à-dire ceux qui ont posé les premières pierres, ils n'ont pas vu l'édifice final, quoi. D'accord? Ça doit faire 1600 pages, la preuve complète, enfin, je dis au hasard, mais c'est un truc gigantesque, en fait, hein. Et donc, c'est vraiment une œuvre pharaonique, c'est un des plus grands théorèmes des maths qui a été fait, qui avait donc été l'œuvre de plusieurs générations de mathématiciens, et on a enfin, maintenant, la classification de tous les groupes finis. Je crois que récemment, ça a été amélioré, la preuve a été raccourcie, enfin bon, il y a encore des gens qui cherchent dessus, et donc, la première étape, c'était de se dire, tiens, déjà, que, eh bien, en fait, les groupes finis, ils sont forcément inclus comme un sous-groupe d'un de ces sous-groupes-là. Avant, ces sous-groupes-là avaient un nom particulier, je ne sais pas, sous-groupe de permutation, je crois. On les appelait des groupes de permutation, les sous-groupes d'un ensemble comme ça, et on se demandait si tous les groupes finis étaient forcément des groupes de permutation ou pas. Et la réponse est oui, donc il n'y a plus besoin de parler de groupes de permutation, en fait. Ils sont tous comme ça. Et vous allez voir que, en fait, avec cette idée d'action de groupe, la preuve, elle n'est pas très dure, hein. Alors, il fallait la trouver, bien évidemment, c'est toujours pareil. Quand on la sort, on dit « Ah, c'était pas si dur », mais il fallait y penser, bien évidemment. Donc, on va la faire tout de suite, vous allez voir, c'est dingue. Et donc, je vais considérer une action de groupe, autrement dit, je vous rappelle que ça me donne un morphisme phi de G dans les bijections de G dans G, lui de la composition. Ok? Vous savez, c'est à chaque fois, phi, c'est l'application qui a un petit G associe l'application phi de G, qui a tout x associe G.x. Ok? Autrement dit, là, à tout H associe G étoile H, hein, puisque là, ouais, c'est la multiplication, quoi. Donc en fait, la phi de G, c'est juste l'application de multiplication par G. Ok? Hein, qui va de G dans G. Okay? Voilà, qui est bijectif, tout ça, mais les phi de G sont toujours bijectifs, on l'a déjà vu. Alors, donc, ok, alors déjà, on va regarder, est-ce que ce morphisme-là, il est injectif? Et donc pour ça, je vais regarder son noyau. Et donc si je prends un petit g là dans le noyau de phi, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le noyau? Ça veut dire que l'image de petit g doit être l'élément neutre ici. L'élément neutre ici, c'est l'identité de g. D'accord? C'est celle qui ne change rien. Et donc ça veut dire que phi de g doit être l'identité, mais je vous rappelle, hein, phi de g par définition, c'est l'application qui a h associe g.h, autrement dit g étoile h. Donc là, pour tout x dans g, on doit avoir g étoile x, hein, c'est l'image de x par phi de g, g étoile x, qui doit être égal à x, puisque c'est l'identité
de G. Okay, X est un élément de G, hein. X et G c'est le même là, donc on s'y mélange un petit peu. Hein. Donc voilà, si G est dans le noyau de phi, ça veut dire que pour tout X, G étoile X égale X. Mais ça, même si ça arrivait pour un seul X, si G étoile X égale X, bah, simplifiant par X, vous savez, on est dans un groupe, bah, G égale E. D'accord? Et par contre, si G égale E, bah, du coup, ça marche aussi pour tous les X, hein, et donc on peut vraiment revenir en arrière. Et donc le noyau de phi, c'est juste l'élément neutre de G, donc ça veut dire que phi est injective. Ok? Et donc, une fois qu'on a un morphisme injectif, vous savez que c'est pas très dur de rendre un morphisme surjectif. Il suffit de prendre juste l'image à l'arrivée. D'accord? Ça c'est vrai pour n'importe quelle application. Hein. Elle est définie de x dans y. Hop, je prends juste f de x comme ensemble d'arrivée. Ah, bah, elle devient surjective. Et donc là, vu qu'elle est injective, eh ben, elle est bijective entre G et phi de G. Donc comme c'est un morphisme, phi, on l'a déjà vu, hein, et qu'elle est bijective, donc c'est un isomorphisme, et donc finalement mon groupe G est isomorphe à phi de G. Bon, super, on est bien content avec ça. Allons-y doucement. Phi de G, c'est un sous-groupe des bijections de G dans G. Pourquoi? Parce que c'est vrai pour n'importe quelle image d'un morphisme de groupe. Hein. Donc ça, pareil, il faut le vérifier. J'ai déjà fait dans la vidéo sur les structures, sur les morphismes de groupe. Hein, mais bon, le noyau, c'est un sous-groupe. L'image, c'est un sous-groupe. Okay, donc il faut vérifier, mais ce n'est pas très dur. L'image par un morphisme d'un groupe, c'est un sous-groupe de ça. Okay. Et les permutations de G dans G, comme G est un groupe fini, en fait, bah, si je appelle ces éléments, je numérote ces éléments d'une certaine façon, comme je veux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, n, et bah, j'obtiens une bijection, un isomorphisme entre les bijections de G dans G et le groupe symétrique des n éléments. D'accord? Ça, c'est important de voir. C'est un peu la même chose que quand on avait un espace vectoriel. Dès qu'on choisissait une base, boum, ça nous donnait un isomorphisme entre cet espace vectoriel sur R et Rn. D'accord? S'il y a une base à n éléments, dès que je choisis une n avec les coordonnées, on trouve un isomorphisme. Ben là, c'est pareil. Dès que je choisis une numérotation sur mes éléments du groupe, vous voyez, imaginez, j'ai un groupe G, il a 3 éléments, je dis celui-là c'est 1, celui-là c'est 2, celui-là c'est 3, ma bijection de G dans G devient une permutation de 1, 2, 3. Okay? Donc dès que j'ai choisi une numération des éléments de G, j'ai un isomorphisme entre sigma de G et sigma n. Mais du coup, phi de G, qui est un sous-groupe de sigma de G, donc c'est isomorphe à un sous-groupe de sigma n. Ok? Et puis il se trouve que G est isomorphe à phi de G. Donc finalement, G est isomorphe à un sous-groupe de sigma n. Et c'est exactement ce qui est marqué là. G est isomorphe à un sous-groupe du groupe symétrique sigma n. D'accord? Donc il n'y a pas d'autres groupes plus exotiques, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs que dans ces groupes-là. C'est pour ça que je les avais étudiés en premier, parce que quelque part, ils contiennent tous les groupes finis qu'on peut imaginer. Fantastique, non? Et vous voyez, la preuve, elle n'est pas si dingue, quoi. Je suis d'accord, hein, c'est abstrait, c'est dur, mais c'est pas... Il fallait avoir l'idée, quoi. Et la puissance d'action de groupe, déjà. Ok. Alors, une autre action qui est vraiment sympathique, qu'on va réutiliser pour démontrer un théorème très chouette juste après, c'est l'action donc d'une permutation, en fait, hein, vous voyez, donc sur... C'est pour une permutation de sigma de n, elle agit sur 1 de n par sigma.k égale sigma de k. Donc j'ai mis un sous-groupe de sigma de n parce que en fait c'est standard ça aussi. Dès que vous avez l'action d'un groupe sur un ensemble x, du coup vous avez l'action prenez un sous-groupe de G, vous l'appelez H, vous avez l'action de H sur ce truc-là. Fatalement, vous voyez, ça c'est pas bien dur. Hein. Comme l'exemple géométrique, là je prenais que les rotations, hop, ça avait bien une action. Bon bref. Donc si je prends un sous-groupe n'importe comment de sigma de n, je peux le faire agir sur un ensemble 1n juste en prenant l'image de la permutation. Hein. D'accord? Donc pour chaque élément, 3, c'est quoi? Sigma de 3. Hop, hein. Sigma.3, c'est sigma de 3, vous voyez? J'ai un ensemble fini de nombres, là, j'ai des permutations qui les mélangent. Tiens, c'est quoi l'image de 3 par ce truc-là? Hop, c'est son image, vous voyez? Très, très, très basique, hein. Ok? Donc, très bien. Alors, donc le morphisme de groupe sous-jacent, en fait, c'est juste l'inclusion de G. Hein. Vous voyez, c'est pas l'identité parce que c'est pas le même ensemble de départ et d'arrivée, mais vous voyez, c'est juste, voilà. Donc ça, c'est pas bien dur de bien comprendre ça. Si x, donc c'est x1, x2, xn, c'est un ensemble fini, on peut faire agir le groupe G sur x cette fois, en disant, tiens, sigma de xk, c'est x de sigma de k. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais juste avant sur le groupe G, faire un nombre fini de points.
ben, je peux les numéroter, je peux dire tiens celui-là x5, celui-là x2, celui-là x3, x3, x4, enfin c'est comme si je disais ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Hein. Une fois que j'ai x1, x2, x3, x4, x5, jusqu'à xn, ben, je dis tiens l'image de x1, ben, c'est x de sigma de 1. Dès que j'ai une permutation ouais, qui mélange, qui envoie 1 sur 5, ben, hop l'image de x1 c'est x5. D'accord? Donc voilà, dès qu'on a un ensemble fini, on peut faire agir des permutations dessus, hein, c'est pas bien dur en mélangeant les éléments en fait. Hein. Très bien, alors on peut aussi faire agir G sur K puissance n, d'accord? Donc là on arrive dans les espaces vectoriels, bah, de la façon suivante, là cette fois c'est les coordonnées que je mélange. Ok? Vous voyez, je vais dire, bah, voilà, tiens, une transposition, par exemple x1, x2, bim, j'inverse les deux premières coordonnées. Je viens de Rn dans Rn, vous voyez, un vecteur, hop, je change ses coordonnées. C'est une application voilà, pour tout sigma, c'est facile de vérifier qu'évidemment, tous les axiomes sont bons. Hein. Si je prends l'identité, bah oui, ça ne change rien. Et si j'en prends deux, sigma et tau, bah du coup, j'applique 2 fois. C'est exactement pareil que de faire sigma rond tau. Hein. Donc les axiomes sont évidents à vérifier. Hein, donc j'insiste pas trop là-dessus. Et alors ça, c'est rigolo parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, pour chaque élément de G, sigma, donc j'ai une application phi sigma, d'accord, qui agit de k puissance n dans k puissance n. Et même qui doit être linéaire. Si vous vous rappelez la première vidéo, j'avais vu que ça, c'est un espace vectoriel. Hein. Donc on a une application linéaire pour chaque sigma. Okay, et donc on a une matrice associée à cette application linéaire, et en fait c'est ce qu'on appelle la matrice de permutation associée à sigma. Par exemple, si je prends la permutation, vous savez le cycle, voilà, en l'occurrence c'est 1, 3, 2, c'est-à-dire que l'image de 1 c'est 3, l'image de 3 c'est 2, l'image de 2 c'est 1, hein, c'est ça que ça signifie ça. Eh bien voilà, l'image de 3 c'est l'image de 1 plutôt c'est 3, l'image de 2 c'est 1, et puis l'image de 3 c'est 2. Eh bien, la matrice de permutation associée à cette permutation-là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est justement la matrice de phi sigma, quoi. Ok? C'est celle qui, voilà, qui mélange les coordonnées comme ça, qui remplace la... Bon, bref. Ok? Donc, les matrices de permutation, on a déjà vu, par exemple, hein, vous avez peut-être déjà vu, enfin, il y a plein de trucs très rigolos, mais je ne vais pas non plus leur inverse et leur transposer, tout ça, enfin, bref, je ne vais pas insister là-dessus. Ok. Donc, voilà. Donc c'est un exemple de choses que vous avez déjà vues, par exemple peut-être, hein, les matrices de transposition, bah, c'est voilà, les matrices associées à chaque fois à cette application de k puissance n, k puissance n, consiste à mélanger les coordonnées. Ok? Très bien. Alors, action par conjugaison, donc un autre exemple vraiment très utile, hein, qu'on a déjà vu, pour les matrices, par exemple les matrices conjuguées, en fait c'est les matrices semblables, vous savez, vous avez déjà sans doute utilisé ça. Donc c'est, voilà, donc on définit g.x par g étoile x, g-1. Ok? Donc l'application phi donc c'est celle qui a tout x associe, pour g fixé à tout x associe g étoile x et g-1, s'appelle un automorphisme intérieur. Pourquoi? Parce que c'est bijectif, c'est un morphisme, et puis intérieur, je sais pas, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, je sais pas, parce que x est un intérieur, ou parce que ça va de g dans g, ou je sais pas quoi, enfin bon, bref. Parce que la multiplication par g aussi est un automorphisme, hein. Mais celui-là, voilà, on l'appelle l'automorphisme intérieur. Ok, pourquoi pas. Un ingrédient de la preuve du théorème de Wedderburn, qui dit que tout corps fini est commutatif, tout corps a priori gauche, hein, pas forcément commutatif, mais fini est forcément commutatif, eh ben, un ingrédient essentiel de la preuve, c'est de considérer l'action du groupe K croix, c'est-à-dire les inversibles hein, de K qui agissent sur lui-même par conjugaison. D'accord? Donc voilà la preuve de ce théorème-là, qui est sympa, ce qui est quand même un résultat super sympa et super chouette à comprendre comme ça. Théorème de Wedderburn, eh ben, il utilise ces actions-là, c'est vraiment un ingrédient important de la preuve, d'utiliser cette action-là. Donc je vais vous montrer que, voilà, que ça existe. Ok. Est-ce qu'on peut avoir la preuve complète de ça? Alors non, je ferai peut-être une vidéo un jour spécialement là-dessus, mais sinon j'en ai pour au moins une demi-heure de plus, donc non, je ne vais pas faire la preuve complète de ça tout de suite, juste pour vous illustrer le fait que cette action-là est vraiment utile en théorie, hein. En théorie des corps, là, vous voyez, ou dans la théorie des groupes, on va de la plein. Cette action-là est vraiment très utile. Ok, juste on va regarder un petit peu les orbites, tiens, juste pour rigoler. Donc OX s'appelle la classe de conjugant de X, hein. Dans les matrices c'est la classe de similitude, mais de façon générale, voilà, si on prend tous les G-1, X, G, on appelle ça la classe de conjugaison de X. Si on prend le stabilisateur de X, en fait finalement, c'est les Y dans G tels que X étoile Y et Y étoile X. Vous savez, c'est pourquoi? Parce que si Y-1 X, Y est égal à X, je passe le Y-1 de l'autre côté, j'obtiens ça. D'accord? Et donc ça s'appelle le commutant de X. C'est un sous-groupe, d'accord? C'est stabilisateur, on l'a déjà vu, c'est un sous-groupe. Et en plus, on l'a déjà utilisé, par exemple, pour démontrer des trucs sympas dans ma vidéo sur le théorème de Lagrange. Je sortais ce sous-groupe-là, vous voyez?
Donc typiquement, voilà un exemple d'application où les stabilisateurs permettent d'exhiber des sous-groupes. Bon là, on n'avait pas besoin dans ce cas particulier, on pouvait le trouver comme ça, mais une façon où ces sous-groupes permettent de démontrer des trucs sympas, quoi. Ok ? Donc en gros, c'est une grosse généralisation. Le stabilisateur, on peut vraiment trouver plein de trucs, quoi. Ensuite, on peut faire une application. La conjugaison, on peut aussi la définir sur l'ensemble des sous-groupes de G. D'accord ? Donc je ne vais pas aller trop loin là-dessus, c'est juste pour vous dire, c'est une action aussi, c'est pas forcément sur les éléments de G, ça peut être sur les sous-groupes de G, parce que je vous rappelle qu'une action, c'est sur l'ensemble X qui a vraiment a priori qu'une structure. Vous voyez ? Donc pas besoin de pouvoir ajouter les éléments de X ou les multiplier ou quoi que ce soit. Donc là, les sous-groupes, hein, parce que c'est pas clair qu'il y ait une opération entre sous-groupes, quoi. Eh ben, on peut faire agir G aussi sur les sous-groupes comme ça, par conjugaison. D'accord ? Et là, ben voilà, si on prend un sous-groupe de G, le stabilisateur de H pour cette action, c'est par exemple, ça, de nouveau, c'est un sous-groupe de G qui est important, qui s'appelle le normalisateur de H. D'accord ? Je donne la définition, c'est l'ensemble des G, tel que G, H, G-1 soit égal à H. Okay ? Et donc, typiquement, bah, dire que le normalisateur, il n'y a que l'élément dedans, il y a tout le monde dedans, il y a tout G dedans plutôt, ça se dit de façon plus courte en disant que H est distingué, pour ceux qui savent, vous voyez. Bon, je ne vais pas non plus insister là-dedans, mais ça permet de mesurer le normalisateur à quel point un groupe, en fait, il est loin d'être distingué ou pas loin d'être distingué, quoi. Si on a très très peu, enfin si presque tous les éléments de ça, en gros dans sa classe de conjugaison, moins il y a d'éléments, plus il est proche d'être distingué. Donc. Bon, enfin bref. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est des trucs vraiment compliqués, mais c'est juste pour vous expliquer, voilà, l'action par conjugaison, elle est aussi utile sur les sous-groupes. Ok ? Alors maintenant, un petit peu de vocabulaire quand même. Je ne vais pas vous donner tous les vocabulaires, parce qu'il y a des actions, il y a plein de mots, hein, d'accord ? Fidèle, transitive, libre, etc., etc. Bon bref, on va se contenter sur les plus standards, les plus utiles. Donc déjà, la fidélité, c'est-à-dire qu'on va définir ce que c'est qu'une action qui est fidèle. Alors, considérons donc toujours une action de G sur un ensemble X, et donc G, comme vous le savez, un morphisme de G dans sigma de X, hein, qui est associé à cette action, qui est définie par, pour tout G dans G et pour tout X dans X, phi de G de X égale G.X. Ok ? Alors, on dit que l'action est fidèle si et seulement si ce morphisme phi est injectif. Ok ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer de reformuler un petit peu pour bien comprendre cette affaire. Dire que phi est injectif, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que pour tout G H dans G, la définition de l'injectivité, hein, si phi de G égale phi de H, G égale H. Donc, ça veut dire injectif, ça veut dire que chaque élément de l'image a maxi au plus un antécédent. Donc si phi de G égale phi de H, c'est forcément G égale H. Ok ? Mais alors ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que si G.X, d'accord, est égal à H.X pour tous les X, c'est ça que ça veut dire que phi de G égale phi de H, ça veut dire qu'ils sont égaux sur tous les X. Si G.X égale H.X pour tous les X, alors G égale H. Ok ? Donc ça, on peut le réécrire différemment. Vous savez qu'une application injective, c'est aussi équivalent de dire que son noyau est égal à E. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que son noyau est égal à E ? Ben, ça veut dire que si G.X égale X pour tout X, hein, c'est ça dans le noyau de phi. Ça veut dire que l'application G.X, c'est identité. C'est pour tout X, G.X égale X, alors G égale E. Ok ? Donc voilà, il n'y a pas de G qui laisse invariant tout le monde, il n'y a pas de G qui fait rien, en fait. Hein. J'ai l'action des éléments de G, il y a E, ok, il ne fait rien, il laisse tout le monde fixe, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas des éléments G qui laissent quelque part, vous voyez, considérer une action d'un groupe qui n'est pas fidèle, bah, dire, bah, il y en a trop là dans ton groupe, ça ne sert à rien. Il y a des éléments G qui ne font strictement rien. Pourquoi avoir ça, quoi, vous voyez ? Donc, bref, l'action fidèle, c'est en gros, on a enlevé tout ce qui servait à rien. Hein. Voilà, chaque élément de G bouge au moins quelque chose. Ok, voilà. Et on va essayer de maintenant, donc une petite blague, d'accord ? Ce jeune homme est fidèle, on est content. Ok, alors on va essayer de voir pour les exemples précédents, est-ce que c'est fidèle ou pas ? Donc par exemple, l'action par translation. Eh ben alors, oui, elle est fidèle. Pourquoi elle est fidèle ? Ben parce que regardez, c'est par transaction, si G étoile X égale X, ben déjà même pour 1 en fait, c'est-à-dire c'est forcément, hein, on a déjà vu, l'action de G par translation, en fait, ben oui, ça n'a pas de point fixe en fait, hein, fondamentalement. D'accord ? Donc sauf si c'est E, l'élément neutre, quoi. Donc même si pour un élément on avait G étoile X égale X, alors G égale E. Donc évidemment qu'elle est fidèle, elle est même plus forte que ça, mais je n'insiste pas sur le vocabulaire. L'action de G par lui-même, par conjugaison, alors à quelles conditions elle est fidèle ? Alors, je rappelle, elle est fidèle, ça veut dire que si G.X égale X pour tout X, alors G égale E, autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élément de G qui commute avec tous les X. Hein, parce que pour G.X, c'est G-1
étoile X étoile G. Et donc dire que c'est égal à X en multipliant par G de chaque côté, ça veut dire que G étoile X égale X étoile G. Donc il ne faut pas qu'il y ait de G tel que X étoile G égale G étoile X pour tous les X. Et donc ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle le centre du groupe, c'est ceux qui commutent avec tout le monde. Donc il faut qu'il n'y en ait pas d'autres. Le centre de G doit être égal à juste l'élément neutre. Ok? Donc voilà une façon bien compliquée de dire le centre est réduit à l'élément neutre. Hein. Dire le centre de G est trivial, dire oui, l'action de G sur lui-même par conjugaison est fidèle. Ça veut dire pareil, d'accord? Mais c'est quand même un peu plus sophistiqué comme formulation. Pour la permutation, bah oui, alors l'action permutation est fidèle, bah oui, ça vous savez bien. Si je mélange mes éléments de X, mais d'une telle façon que bah, chaque élément est resté sur lui-même. Alors une permutation qui ne change aucun élément, bah, c'est l'identité, il n'y a pas... Voilà, donc ok, hein, c'est juste pour essayer d'illustrer un petit peu cette notion. Ensuite, la transitivité. Alors qu'est-ce que ça veut dire, transitivité? Eh bien, notre action, on dit qu'elle est transitive si quand je prends 2x et 2y n'importe où dans x, eh bien, on peut passer de x à y en multipliant par un certain g. Hein, donc je fais un petit dessin pour comprendre. Imaginez mon ensemble x, il est là. Eh bien, je peux passer de x1 à x2, hop, en multipliant par certains g1, ou forcément donc par g1-1 de x2 à x1. Vous voyez, si je peux aller dans un sens, comme c'est toujours des actions de groupe, tous les éléments d'un groupe sont symétriques, on peut toujours aller dans l'autre sens. Ça, c'est standard. Et bien là, transitif, ça veut dire que si je trace comme ça le graphe des relations, où je peux aller en appliquant g à x1, et bien partout. Et comme je peux aller de x2, ben je peux aller partout, x5 aussi. Donc toutes les liaisons entre les différents points de x sont assurées, d'accord? Autrement dit, le graphe que je dessine comme ça, où les éléments de x sont les sommets et les arêtes sont je mets une arête lorsque deux points sont reliés par une action de G, et ben ce graphe est transitif. C'est ça vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça transitif. Parce qu'un graphe où toutes les arêtes possibles sont tracées, c'est un graphe transitif et donc ça correspond à une action sur X qui est transitive. Ok? Alors sur les exemples qu'on a vus avant, qu'est-ce que ça donne? Alors une autre façon de le dire, tiens j'oubliais, une action est transitive, ça veut dire que le nombre d'orbites est égal à 1. D'accord? Parce que je vous rappelle, hein, si on prend un élément x1, bah, son orbite, c'est tous ceux sur lesquels je peux aller en appliquant tous les éléments de G. Bah, tout le monde. Donc son orbite, c'est tout le monde. Bah, du coup, la partition, elle est terminée. Hein. D'accord? La partition de x, bah, c'est x1. Okay. Donc, c'est la même chose. Voilà. Et donc, on va maintenant faire un exemple. L'action de G sur lui-même par translation, elle est transitive parce qu'on l'a déjà vu. C'est on prend un élément, on prend le groupe G, on multiplie par un élément de lui. C'est bijectif, on obtient tous les éléments à l'arrivée, d'accord? Il y a une seule orbite, ça on l'a déjà vu. Hein. Donc c'est transitif. Alors par conjugaison, en général, non, c'est pas transitif, il n'y a pas de raison hein, que tous les éléments soient conjugués 2 à 2. Ça, en général, ça ne l'est pas. Et puis l'action permutation, elle, par contre, elle est transitive. Bah, vous voyez bien, je prends x1, x2, xn. Est-ce que je peux trouver une permutation qui va remplacer x1 par x4? Bah oui, une transposition, par exemple, de x1 x4 va marcher. Il y en a même plein d'autres. Hein. D'accord, elle est même multiplement transitive, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plein de façons de passer de l'un à l'autre. Hein. Ok? Mais bon, bref, donc elle l'est. Alors, juste pour finir un exemple, maintenant, vous devez avoir vu peut-être, vous avez vu la géométrie affine, c'est en votre cas, et donc, je vais vous donner une définition qui n'est pas celle que vous avez vue, je pense, mais qui prouve qu'en fait, vous utilisez des actions de groupe sans le savoir depuis un petit moment. Donc, soit E un ensemble, on dit que E est un espace affine si et seulement si il existe un K espace vectoriel V. Alors, c'est un K espace affine, du coup, bon, généralement c'est R ou C, hein, mais bon, on va dire K, pourquoi pas. Donc V, qu'on note parfois E flèche, hein, pourquoi pas. Bon, en tout cas, il doit exister un espace vectoriel et une action du groupe additif de cet espace vectoriel sur E qui soit fidèle et transitive. D'accord? Ben, c'est ça, l'espace affine, c'est ça. Alors ça fait très bizarre, hein. C'est-à-dire, ah bon? C'est une action d'un espace vectoriel, du groupe d'un espace vectoriel sur E qui est fidèle et est transitif. Alors juste, je vous rappelle la notation de cette action, parce qu'a priori, donc, il faudrait faire un vecteur point, un élément de E, un point. Alors, la notation standard, c'est au lieu de noter V.A, on note ça grand A plus V. Donc A, c'est un point de E, donc on peut imaginer notre plan affine, notre espace affine, c'est ça l'idée, hein, quand même. Et l'action d'un vecteur, donc d'un élément de sous-groupe sur un point, hop, c'est A plus V, hein, vous savez. C'est la translation de l'image de la translation de vecteur V à A, en fait, hein, dans la tête. A plus V. Non, bon, bref, alors on va vérifier quand même parce que c'est pas ça. Donc on va reprendre les axiomes que vous avez dû voir dans votre cours de géométrie affine, qui n'étaient pas ceux-là, qui étaient vous dire, voilà, on dit qu'il y a un espace affine, s'il existe un espace vectoriel V, tel que quoi? Tel que A plus
vecteur nul c'est A. Ok, bon, d'accord. Hein, une opération plus, on vous définit. Comme ça, entre les éléments de l'ensemble E, hein, en fait, on définit une relation externe, comme on définit l'action sans le dire, quoi. On définit A plus V, en fait. Et alors, la relation que ça doit vérifier, notre plus, là, A plus V, c'est que pour tout A, donc pour tout point, pour tout IV, ben, A plus U plus V, ça doit être égal à A plus U plus V, ben, ça c'est l'axiome des actions, en fait. Hein. Donc, mine de rien, quand on vous a défini cette addition bizarre, en fait, ben, c'est vraiment les deux axiomes de l'action de groupe, en fait, dont on avait besoin, d'accord, hein, si je fais d'abord A plus U puis en fait plus V, ben, c'est pareil que A plus U plus V. Et le deuxième axiome dont vous aviez besoin, qui était très important, c'était que si on prenait deux points A et B, il existait un unique vecteur V qui permettait de passer de A à V, d'accord, qu'on appelle justement le vecteur AB, vous savez, A plus AB égale B. Et donc la transitivité dit justement, si on prend un A et un B, il existe un vecteur V qui permet d'aller de A à B. Ok? Et donc voilà. Mais alors, A, pourquoi unique? Alors, effectivement, pourquoi il existe un unique vecteur A plus V égale B? Alors, ça, c'est pas tout à fait ce que dit la fidélité. La fidélité, elle dit que si A plus V égale A, pour tous les A, alors V est vecteur nul. C'est pas pareil que si A plus V égale A pour un seul, ou si, vous voyez, c'est ça. D'accord? Hein, ça s'appelle l'axiome de liberté, mais je ne veux pas insister. Bref, donc effectivement, ce n'est pas l'axiome de liberté, ça. La transitivité, c'est XV, mais l'unicité, c'est pas ça. Alors on va quand même le démontrer, parce qu'en fait, là, le truc qui fait que ça marche, c'est que le groupe est commutatif. Hein. Alors, démontrons-le, prouvons qu'il existe vraiment un unique V avec juste mes hypothèses de fidélité de transitivité. Hein. Et donc, mes axiomes standards de la géométrie affine sont bien vérifiés. Donc, supposons qu'il existe un A et deux vecteurs U et V tels que A plus U égale A plus V. Ok? D'accord? Bon, ben voilà, alors je vais essayer de démontrer que U égale V. Qu'il y a vraiment l'unicité, quoi. Ok, alors, donc je prends un C dans l'espace affine E quelconque. Eh bien, ce que je sais, c'est que je peux écrire C égale A plus W parce que c'est la transitivité. D'accord? Je ne sais pas s'il est unique, ça c'est vrai, mais je sais qu'il existe. Hein, l'action, donc voilà, je peux passer de n'importe quel deux points de E, A et C, je peux passer de l'un par transitivité. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. Bon, très bien. Du coup, C plus U. Je peux l'écrire A plus W plus U. Mais ça, par l'axiome qu'on a déjà vu, hein, d'action de groupe, ça fait A plus W plus U. Okay? Mais comme l'addition est commutative, d'accord, dans l'espace vectoriel, ça c'est pareil que A plus U plus W. Et donc de nouveau, je peux revenir en arrière, décomposer avec la formule qu'on a déjà vue ici, c'est A plus U plus W. Ok? Vous me dire, tout va bien. Mais A plus U, c'est A plus V. Donc ça, je peux l'écrire A plus V plus W. Et donc ça fait A plus V plus W. Mais de nouveau, j'utilise la commutativité. Ça, c'est pareil que A plus W plus V. Et donc, c'est pareil que A plus W plus V. Donc, tout ce long calcul, étape par étape, pour dire que finalement, ça, c'est C plus V. C plus U est égal à C plus V. Mais ça, c'est vrai pour tous les C maintenant. C est quelconque. Pour tous les C, j'ai C plus U égale C plus V. Si je l'ai pour un point, je l'ai pour tous. Et là, par contre, maintenant, la fidélité me dit que si l'action sur un point C, sur tous les points de U est égale à l'action sur tous les points de V, alors U égale V. Et ça me permet de conclure qu'on a bien, cette définition est bien équivalente à cette définition axiomatique que vous avez vue quand vous étiez petit. Et bien voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on a conclu. Hop, c'est terminé pour ce coup-là. Ouf, c'était la partie la plus un peu théorique. Bon, le suivant est pas mal non plus. Hein. On va démontrer la formule des classes et des applications un peu théoriques de la formule des classes. Il va être un petit peu velu aussi. Et puis après, donc je vous rappelle, ce CAPES, mais enfin, si vous êtes là, c'est que vous êtes des pros, donc vous allez regarder la suite, pas déconner, quoi. Voilà, je fais un petit coucou aux gentils gens qui me soutiennent sur Tipeee, et parce que je leur ai promis. Et voilà, et puis parce que je les aime d'amour. Bref, si vous êtes encore là, vous êtes des champions, je vous félicite, et je vous dis à bientôt pour la suite.